Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à chacun, quelle joie de vous retrouver à travers les ondes après cette grande pause plus qu'estivale pour ce podcast Ouvrons la fenêtre, mais les micros sont toujours là, ils sont toujours posés et prêts à donner la parole, et donc ils sont sortis cette fois-ci pour donner la parole à une nouvelle personnalité. Alors j'espère que pour vous tout s'est bien passé, que la rentrée s'est bien déroulée. Je ne sais pas si c'est encore le moment de souhaiter une bonne rentrée, qui est bien entamée quand même, mais j'espère que tout va bien pour vous, là où vous vous trouvez et dans ce que vous faites. Alors j'ai rencontré une avocate qui exerce son métier depuis près de 20 ans, avocate à la Cour de Paris. Il s'agit de maître Magali Latry, très tôt sensibilisée aux droits humains, à la justice, aux discriminations. C'est presque tout naturellement qu'elle s'est dirigée dans des études de droit alors que sa famille n'évoluait pas forcément dans cette spécialité. Et peu à peu, Magali s'est tournée vers le droit du travail et le droit de la protection sociale au service des salariés, mais également des dirigeants d'entreprise. Un domaine du droit qui est très évolutif, au mois près, nous dit-elle, et qui demande une veille et une mise à jour constante. Son sens de la relation humaine l'a ensuite poussée à intégrer dans sa pratique la médiation et la procédure collaborative, partant du constat que le procès ne réglait pas tout. Elle nous explique ça d'ailleurs très en détail. Et avec Magali, nous avons parlé de l'évolution de cette profession libérale, qu'est la profession d'avocat, de l'impact de l'actualité sur le droit du travail, et principalement aussi avec l'épidémie de Covid, et puis comment la conception, le sens du travail a évolué dans notre société. Alors c'est un entretien dense et passionnant que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode d'Ouvrons la fenêtre. Bonjour Magali Latry. Bonjour Sophie. Merci de vous rendre disponible. Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée. Parce que le temps est compté pour un avocat, puisque j'invite aujourd'hui dans Ouvrons la fenêtre Maître Magali Latry. Maître Magali Latry. Oui, alors le temps est compté pour un avocat, oui forcément. De par notre activité, on a un peu l'image de personnes et des professions judiciaires débordées. Nous ne sommes pas que ça. On essaye de prendre le temps au maximum avec nos clients pour les assister et puis pour les assister dans un cadre judiciaire, ce qui fait que le temps est un petit peu la notion du temps est un peu différente dans le cadre judiciaire parce que le temps est très très long dans le cadre judiciaire. Donc il y a à la fois l'activité au cabinet qui est surchargée et un temps très long dans le cadre de l'activité judiciaire parce qu'aujourd'hui on a quand même un souci avec des juridictions qui sont vraiment extrêmement chargées. Même surchargées. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, moi, je travaille et j'ai une activité donc dédiée au droit du travail et j'interviens donc auprès des conseils de prud'homme de toute la France et des cours d'appel. Et on se heurte à des grosses problématiques avec des manques de conseillers prud'homaux, donc qui sont de moins en moins nombreux, des nombres d'affaires et de requêtes déposées devant ces juridictions qui sont en totale explosion et un manque de moyens qui fait qu'aujourd'hui on a une surcharge et des délais de plus en plus longs avec des juridictions complètement engorgées. Alors c'est votre domaine aujourd'hui de compétences, mais quand avez-vous choisi de devenir avocat ? Est-ce qu'en fin de compte, on a l'impression que le métier d'avocat, cette profession d'avocat, c'est une vocation, c'est une mission quelque part ? Alors je ne voudrais pas rentrer effectivement dans des clichés, mais pour moi ça a été le cas. Je n'étais pas prédestinée à une carrière d'avocat. Je ne viens pas d'une famille d'avocats ni de juristes. Je viens même d'une famille où on ne faisait pas d'études longues. Mais pour autant, moi j'ai
toujours été attirée très jeune vers les droits de l'homme, la justice, les discriminations. Donc pour moi c'était un peu naturel, en tout cas il y avait une appétence particulière. J'avais un seul souci, entre guillemets, c'est que c'était un petit peu contre ma nature. J'avais une nature en tant qu'enfant et adolescente très très réservée. Et donc il y a eu un véritable challenge à surmonter. Au niveau, j'avais pris conscience que si je voulais m'orienter vers ce type d'études, il y avait un travail à faire au niveau de la prise de parole. Et c'est dans ce sens où j'ai commencé dans le cadre de mes très tôt, au collège et au lycée, à essayer de compléter et de faire des cours de théâtre, des cours de lecture en public pour essayer de contrer un peu. C'était un peu le challenge. Pour anticiper un peu et appréhender cet art oratoire dont on parle souvent pour les avocats, notamment. Oui, tout à fait. C'était le point à améliorer. J'avais plutôt un profil d'élèves assez investis, un peu le profil d'élèves sérieuses et de bon élève, tout à fait. Et pour autant, il fallait que la prise de parole, et à l'époque encore plus dans le milieu de l'éducation, je trouve qu'on favorisait pas du tout cette prise de parole, du moins au collège et au lycée, et on pouvait passer tout son cursus sans trop prendre la parole, même dans les langues, même. C'est vrai. C'était un peu le souci. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré, oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, mais je vois aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants et je vois que quand même on les incite à beaucoup de prendre la parole, beaucoup d'exposer, beaucoup d'incitation à s'expliquer, à argumenter. On n'est plus soumis à des monologues de professeurs et ça c'est très très important. Et ça se révèle aussi à la faculté. Je vois que les élèves sont quand même beaucoup plus préparés à cet art de la prise de parole. Ça fait combien de temps que vous êtes avocat maintenant, Magali ? 18 ans. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez connu une évolution assez notable de la profession pendant ces presque 20 ans ? Oui, l'évolution, bien sûr, elle est considérable. Aujourd'hui, on a un métier qui est tourné, du moins par la pratique que je connais aujourd'hui, vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, un avocat doit se concevoir, du moins dès lors qu'il a l'ambition de fonder son cabinet, doit se concevoir comme un chef d'entreprise. Ce qui était... moi, quand j'ai commencé, effectivement, j'étais loin de m'imaginer en tant que chef d'entreprise. J'ai commencé, comme bon nombre d'avocats, en étant collaboratrice au sein d'une petite structure où je faisais à la fois du contentieux commercial et du contentieux du travail, du droit du travail. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue que j'avais vraiment la volonté de monter mon cabinet. À l'époque, l'activité était une activité très, très contentieuse. Moi, ça tombait bien parce que c'était ce pourquoi j'avais choisi aussi cette profession. Donc, il fallait, on était envoyé en tant que jeune collaborateur, plaider des dossiers, beaucoup de dossiers plusieurs fois par semaine, parfois des dossiers impossibles à gagner, mais c'est ce qui faisait qu'on appréhendait à la fois la relation, challenge. tout à fait, et qu'on appréhendait à la fois la relation avec le confrère adverse et à la fois un autre protagoniste qui peut être parfois, dans certaines circonstances, le juge. Donc ça, c'était extrêmement formateur, et pendant les années où j'ai été collaboratrice, j'étais ensuite collaboratrice dans une structure plus grande, Avenue Montaigne, où là, j'ai développé plutôt le contentieux en droit du travail, où je commençais à me consacrer plus qu'au droit du travail, et ça restait encore une activité très contentieuse. Aujourd'hui, le métier, du moins dans ce que je connais le mieux en droit du travail, a pas mal évolué. L'activité contentieuse, même si les juridictions sont surchargées, elle a quand même diminué. Il y a eu un premier courant avec les ruptures conventionnelles où il y a eu moins de recours. Et puis, compte tenu des délais de procédure qu'on avait qui étaient extrêmement longs, il a fallu développer beaucoup de conseils auprès des dossiers, des salariés et des employeurs pour essayer de conclure des accords amicaux. Mmh. On verra justement, on reparlera de ça avec vous, Magali, puisque c'est un peu votre domaine de prédilection. C'est ce que vous souhaitez en tout cas développer encore plus dans votre cabinet. Donc vous avez choisi cette profession libérale, et libérale prend tout son sens en fin de compte quand on s'installe avec cette indépendance, cette liberté. Oui,
C'était pour moi la manière, très rapidement, la manière aussi que j'imaginais de concilier une vie professionnelle et une vie familiale. En fait, je pense que j'appartiens à une génération qui voulait absolument et qui veut encore tout. Et qui veut développer tous les concilier. aspects. Peut-être pas bien dans tous les domaines, mais en tout cas qui s'y attache. Et je trouvais que c'était la meilleure façon de ne pas dépendre d'un cabinet, mais dépendre que du mien, pour ne pas avoir à rendre des comptes sur la nécessité que j'avais de m'occuper de mes enfants s'il le fallait, le mercredi après-midi, d'aller les chercher à l'école. Je voulais avoir cette liberté-là, qui en réalité n'est pas une liberté, c'est-à-dire qui est une liberté, une semi-liberté, puisque ça suppose quand même de devoir terminer ses dossiers peut-être un peu plus tard, quand on a fait le choix d'aller chercher ses enfants. Voilà. Ça veut dire aussi choisir ses dossiers, ses clients ? Ça veut dire choisir ses clients, effectivement. Alors, la particularité du métier d'avocat, c'est qu'on a la possibilité, quand on débute en tant que collaborateur, de développer sa clientèle personnelle. Donc, c'est venu assez rapidement. Au début, comme tout jeune avocat, on fait de l'aide juridictionnelle. Puis ensuite, quand on a la possibilité, on arrête, si c'est possible, l'aide juridictionnelle. Et on commence à développer ses propres clients et son réseau, tout en travaillant pour les dossiers du cabinet. Et puis au bout d'un moment, pour moi, les dossiers personnels, si je puis dire, sont devenus vraiment importants. Il a fallu faire un choix et se lancer. Donc effectivement, s'installer, c'est choisir sa clientèle et choisir effectivement le vivier de clients qu'on souhaite développer, les gens avec lesquels on souhaiterait travailler. C'est très important. Aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de salariés qui sont essentiellement des cadres et des cadres dirigeants que j'essaye d'assister dans toutes leurs problématiques de rupture, mais pas seulement, dans l'exécution, dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail. Et je travaille également avec des employeurs, essentiellement des directeurs administratifs et financiers, des directeurs des ressources humaines, dans tout type de branches d'activité. Voilà. Dans ce panel de personnes que vous rencontrez, que vous assistez, Magali, est-ce que vous avez vu aussi une évolution par rapport à la connaissance qu'on peut avoir du droit ? Parce qu'on a peut-être maintenant avec le numérique, ça change, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des personnes qui ne sont pas au fait de leurs droits, qui ne connaissent pas bien, surtout le droit du travail qui évolue énormément ? Oui. Alors, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, effectivement. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, la personne qui vient nous consulter a déjà fait une recherche par ailleurs. Ce qui peut parfois, en droit du travail, poser difficulté, car c'est un droit extrêmement complexe, extrêmement évolutif et foisonnant. Et dès lors qu'on recherche une information sur Internet, on peut la trouver correcte ou croire la comprendre, en tout cas, à un moment X. Et en réalité, au vu de sa source, cette norme ou cette règle édictée a complètement évolué ou n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc c'est tout l'apport et le savoir-faire de l'avocat, c'est d'être en veille. Comme je dis souvent aux stagiaires qui passent au cabinet, nous ne sommes pas des singes savants, nous sommes juste des... On ne va pas répéter le code du droit du travail comme ça. Non, nous sommes juste des grands chercheurs et férus d'analyse du texte juridique. C'est bien là ce qui nous passionne. Et puis surtout, d'en faire une application et une application qui serait le plus juste et le plus favorable pour nos clients. Ça veut dire se documenter sur tous les arrêtés, les jurisprudences. Ah oui, ça veut dire qu'en droit du travail, on ne peut pas envisager une pratique en droit du travail sans avoir une veille de jurisprudence et une veille d'actualité qui soit quasiment quotidienne. Donc ça, c'est l'exigence de cette matière qui n'existe pas quand on a un profil un peu plus généraliste. Il n'est pas nécessaire de se mettre au fait de l'actualité. À part les grandes réformes qui sont moins récurrentes. En droit du travail, les décisions rendues par la Cour de cassation et les cours d'appel en droit du travail sont extrêmement évolutives et évoluent d'un mois sur l'autre.
Ah oui, en effet. Et principalement, ces derniers mois, avec, évidemment, on va parler de cette période d'épidémie de Covid, c'est la parenthèse actualité. Oui. Magali Latry, est-ce que ça a énormément changé les choses du point de vue à la fois des salariés et puis des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise qui se sont trouvés un peu démunis devant des demandes, je pense par exemple au télétravail, Oui. Qui ont pu poser des conflits? Oui, tout à fait. Alors, la première difficulté qui s'est posée tant aux salariés qu'aux employeurs, ça a été d'être confronté à un nombre complètement invraisemblable d'ordonnances qui étaient quasi quotidiennes et qui modifiaient les dispositions de cette période inconnue de tous et qui devaient permettre la mise en place, par exemple, de l'activité partielle. C'était quelque chose de très, très difficile et qui n'était pas nouveau, mais dans un contexte pareil, qui était, dans son dispositif, du moins, qui apportait extrêmement beaucoup de nouveautés. Et donc, il fallait assister à la fois les salariés et les employeurs dans ces voies-là, que l'on découvrait en même temps que nos clients. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'était toute la difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'on s'est heurté pendant cette période à un retard considérable des juridictions qui se sont mis à fonctionner au ralenti par le manque de personnel auprès des greffes, en activité partielle, par un dispositif et une organisation judiciaire qui n'était pas prête à un tel événement et donc qui pas prête non plus à un télétravail. Le télétravail, effectivement, a aussi posé dans cette période de grosses difficultés et des tensions internes au sein de l'entreprise qui en posent encore aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on se heurte à la difficulté de gens qui ne souhaitent plus ou revenir travailler ou en présentiel ou qui reviennent de manière un peu forcée et limitée et pour qui ça pose des difficultés. Un salarié qui aujourd'hui habite loin de son lieu de travail et qui a été en télétravail pendant plusieurs mois aura plus de difficultés à revenir que quelqu'un qui travaille proche de son domicile. Est-ce que ces situations finalement étaient prévues par le droit déjà ou il y avait un vide juridique à ce niveau-là? Le télétravail existait bien sûr et sa particularité c'est qu'il existait, il était mis en place surtout dans les grandes structures et les grands groupes qui avaient déjà conclu des accords collectifs et qui les avaient déjà négociés, mais ça restait très très nouveau dans la plupart des PME en fonction des secteurs d'activité qui n'avaient pas du tout connu le télétravail. Aujourd'hui, on cherche dans le bon nombre de branches d'activité à faire revenir les salariés pour des raisons qu'on peut comprendre, pour l'importance du travail, de la communauté de travail qui s'est un peu perdue et qui a bouleversé un peu les relations entre employeurs et salariés. Est-ce qu'il y a une interrogation, une réflexion à mener justement entre ce cadre du travail, ce droit du travail, et puis finalement la conception qu'on a aujourd'hui du travail, qui a considérablement évolué? On a pu la palper, cette évolution qui a sans doute pris racine il y a déjà depuis quelque temps. Oui, on est arrivé effectivement dans une ère de flexibilité du travail, c'est indéniable. Aujourd'hui, bon nombre Alors, on fait revenir les gens à la défense, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, un chef d'entreprise doit concevoir sa communauté de travail complètement différemment de celle qu'il a vécue, en tout cas pour les employeurs qui souhaitent ne pas être surpris par une nouvelle vague qui pourrait aussi arriver. On sent bien que les locaux n'ont plus les mêmes exigences. L'ère de l'open space a évolué et a vécu peut-être. Bon nombre d'entreprises qui soit sont récentes, soit ont quelques années, vont s'imaginer dans des locaux beaucoup moins spacieux parce qu'il y aura une partie de leur effectif qui seront en télétravail. Ça, c'est déterminant et puis pour des raisons économiques pures, quoi. Magali Latry, quand on est avocat en droit du travail et en protection sociale, est-ce qu'on a
perçu ces changements déjà depuis quelques années quand on conseille des salariés notamment, ou peut-être aussi un dirigeant d'entreprise qui a envie de réorienter son entreprise différemment. Mais est-ce qu'il y avait les prémices en tout cas de cette nouvelle conception, de ce nouveau sens qu'on donne à sa vie à travers le travail ? Alors le nouveau sens qu'on donne à sa vie, oui forcément, parce qu'on a de plus en plus de salariés qui étaient confrontés à cette volonté de ne pas sacrifier une vie personnelle. Ça, je pense que c'est la nouveauté depuis à peu près une quinzaine d'années. Moi, j'appartiens peut-être plus à une génération où on savait que les premières années, il fallait un peu en baver, si je puis dire, et qu'ensuite, on aurait plus de liberté pour essayer de mener la carrière qu'on avait choisie. Mais aujourd'hui, très jeune, quand dans plusieurs branches d'activité, j'ai pu le constater de part de mes clients, quand quelqu'un souhaite commencer dans la vie professionnelle, il a tout de suite la conscience qu'il ne souhaite pas sacrifier une vie personnelle, que cette conception du travail va sûrement évoluer au cours du temps, qu'il y aura peut-être des changements aussi d'orientation et de choix de carrière. Et c'est sans pour autant être cliché, mais aujourd'hui les carrières dans une seule entreprise ou dans un seul métier sont complètement révolues. Et ça rend les gens et les salariés, déjà dans leur conception d'aborder leur premier contrat de travail, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus dans l'enclin de se former et de s'intéresser à la sphère de l'entreprise. Et je crois c'est moins un milieu séparé de l'employeur et du salarié. Aujourd'hui, on essaye de rapprocher un peu les deux communautés pour leur permettre d'évoluer. Il n'est pas rare de faire appel à son ancien salarié pour être associé, monter une structure. Il y a je trouve, une plus grande souplesse, en tout cas, de passer d'un statut à l'autre, de se retrouver au moment de sa vie en créateur d'entreprise, puis à nouveau salarié. Ça veut dire que malgré ces désirs individuels qui se sont affirmés, en même temps, des murs sont tombés. Les frontières se sont abaissées. Oh, je pense que les frontières existent quand même, malheureusement. On est dans un pays où quand même quand on sort de la faculté ou d'une formation, on est quand même relativement étiqueté. Donc, je pense que... Alors, c'est d'où l'importance d'aujourd'hui des dispositifs de formation continue qui sont beaucoup plus développés et pour lesquels les salariés ont beaucoup plus d'informations. Les comptes professionnels de formation seront là pour en témoigner. Théoriquement, on essaye d'attirer l'attention sur le fait que il y a des heures ou un quota accumulé et que parfois, c'est la nécessité de l'utiliser. Théoriquement, je pense qu'effectivement, les employeurs n'ont pas toujours le réflexe, mais ils sont de plus en plus inquiétés judiciairement. Donc, quelque part, et notre rôle d'avocat aussi, c'est d'attirer leur attention sur la nécessité de la formation continue, ce qui était beaucoup moins développé il y a quelques années. Donc oui, une grande évolution du monde du travail, et pas seulement compte tenu du contexte d'épidémie, mais qui a émergé déjà depuis plusieurs années. Alors vous, Magali Lettré, dans cet exercice d'avocat du droit du travail, vous privilégiez aujourd'hui ce qu'on appelle la médiation et la procédure collaborative. Oui, alors je suis très attachée aujourd'hui, après avoir été un avocat très tourné vers le contentieux. Moi, quand j'ai abordé cette profession à la faculté, alors très curieusement, je me suis pas spécialisée en droit du travail à la faculté. Tout de suite, c'était pas votre domaine. Non, j'ai suivi quelques semestres obligatoires, mais c'était pas une matière qui m'attirait spécialement. Je pense qu'il y a une difficulté d'enseignement de cette matière, c'est qu'on ne peut pas l'enseigner sans un côté pratique et l'université ne me permet pas encore ça. Donc, moi, mes matières de prédilection, c'était bien sûr du droit privé, contrairement au droit public. Et j'avais choisi très rapidement, on avait la possibilité à l'époque de choisir soit une carrière tournée vers le droit des affaires, soit l'autre option, c'était ce qu'on appelait la carrière judiciaire, qui nous préparait à la profession d'avocat, de magistrat.
Pour moi, c'était effectivement le choix. Très rapidement, s'est fait vers la carrière judiciaire. Et j'y ai découvert des matières extrêmement importantes pour moi et qui me permettaient de m'orienter vers une activité contentieuse. C'est la procédure civile, qui sont les règles qui régissent l'organisation des juridictions et qui sont parfois mal connues par les confrères. Et dans lequel j'ai rencontré un professeur exceptionnel à Paris 5 où j'ai étudié, qui est professeur Alain Blesse, et qui nous a passionnés pour la matière. C'était à la suite de ça que j'ai décidé de le suivre. À l'époque, c'était un DESS, donc en Master 2. Et il y enseignait donc vraiment le contentieux judiciaire pur. Donc j'ai eu une formation vraiment tournée vers l'activité contentieuse et la maîtrise des règles de procédure. Ce qui fait que quand je suis sortie de l'école d'avocat, j'étais un peu... à l'époque, quand on sortait pour faire que de l'activité contentieuse, j'étais formatée un peu à l'avocat de la castagne, si je puis dire. Hein. Il fallait gagner, remporter des procès. Moi, c'est ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Et puis, vous avez évolué. Voilà, tout à fait. Réflexion. Je me suis aperçue au cours de la pratique. Alors, l'activité contentieuse fait toujours une partie importante du droit du travail. Mais dans certaines problématiques en droit du travail, je me suis aperçue que le procès ne réglait pas tout. Loin de là. Et en particulier dans des problématiques dès lors que les parties restent en relation. Je pense à des situations extrêmement complexes qui sont traitées au cabinet de harcèlement moral, où il n'y a pas forcément rupture de contrat, mais que les personnes et protagonistes restent en relation. Il est évident qu'en étant toujours en lien de contrat de travail, on ne peut pas envisager un procès à ce stade. Par contre, effectivement, le fait de développer et de permettre d'informer les clients sur d'autres alternatives que sont les modes amiables de règlement des différends, dont la médiation, me paraît aujourd'hui être une évidence. Le droit et notre procédure collective est de plus en plus tournée vers ces modes amiables qui ont été élaborés pour essayer d'assainir des relations, en ayant une conscience que effectivement le procès ne pouvait pas réparer les parties à tout point de vue, et que c'est pas parce qu'on était indemnisé forcément que les parties s'estimaient réparées d'une situation. Ça veut dire que le droit à un moment donné a des limites par rapport à l'humain, à la relation humaine ? Oui. La médiation permet tout à fait ça, c'est de resituer la relation, en particulier en droit du travail, la relation de travail compte tenu de la relation humaine qui existe entre les personnes en présence. De resituer l'humain, très concrètement, une médiation, c'est permettre aux parties de se rencontrer, ce qui est déjà peut permettre d'être difficile, en présence d'un médiateur qui est un tiers complètement indépendant d'un juge, qui n'aura pas à trancher du litige comme un juge, mais qui fera en sorte que de recréer un lien. Alors, c'est pas forcément les bisounours. Hein. Parfois, il se dit des choses très dures et très violentes en médiation, mais on considère que ce qui peut être dit en médiation ne peut pas forcément être dit devant le juge. Il est très difficile dans une relation qualifiée de harcèlement moral par la personne qui s'estime victime d'aborder le ressenti compte tenu du lien souvent affectif, parce qu'il y a de l'affectif dans la relation de travail. Lorsqu'on est resté très longtemps auprès d'un employeur, l'affectif compte énormément. Et dans le cas de la médiation, on essaye d'aplanir et d'écouter et de permettre aux parties de s'exprimer et d'exprimer leur ressentiment. Parfois, c'est un besoin de reconnaissance. J'ai vu des médiations réussir sur parfois un mot de l'employeur où le salarié avait juste besoin d'entendre une reconnaissance du travail accompli. C'est très lié finalement à un manque de communication, peut-être à l'intérieur de la structure souvent. Tout à fait. Les relations et les pressions excessives ressenties sont des manques de communication, une communication qui est altérée par une pression excessive,
par des objectifs souvent irréalisables et qui ne font qu'être amplifiés dans beaucoup de branches d'activité et qui coupent la relation, tout à fait. Et la médiation, bien sûr, elle n'a pas vocation à être proposée dans tout type de dossier. Mais le travail, moi, depuis 2 ans, je me suis vraiment formée à la médiation dans le cadre d'un diplôme universitaire de l'ICP à l'IFOMEN, qui est un institut spécialisé dans la médiation, et qui m'a permis de déterminer et d'analyser à quelle affaire pouvait-on proposer ce type de règlement amiable. Donc ça a été pour moi une révélation. Je pouvais combiner pour certains dossiers, une résolution quand un des clients dit voilà, pour moi la seule solution ça serait d'avoir une condamnation judiciaire, et puis d'autres personnes qui prennent conscience que c'est pas ce qu'ils attendent en fin du compte, et c'est pas forcément un aspect pécunier qui pourrait leur permettre d'exprimer tout ce qu'ils ont envie d'exprimer. Est-ce qu'il faut convaincre son client dans ces cas-là, qui n'a peut-être pas justement l'impression d'être reconnu, ou qui ne sera pas forcément reconnu victime dans une médiation ? Oui, tout à fait. Alors il y a un gros travail d'information encore qui doit être fait par les avocats, et qui est en plein développement au barreau de Paris, mais aussi dans beaucoup je pense au barreau de Marseille, qui développe beaucoup l'information sur ce type de mode amiable. Donc ça a vraiment plusieurs années maintenant, mais il y a un vrai travail. De plus en plus d'avocats sont formés à la médiation, ce qui n'était pas le cas avant. Donc si on n'est pas formé, on ne peut pas faire de formation, et on ne peut pas orienter son client vers ses issues. Donc oui, et puis convaincre le client que a priori il n'a rien à y perdre. Un des avantages de la médiation, c'est que ça peut être encadré au niveau du temps, donc on ne perd pas du temps sur le temps du procès par exemple. On peut engager une médiation dans le cadre d'un procès. Si le procès est long, on a tout intérêt à tenter une médiation qui est encadrée dans un temps, et souvent quand on parvient à une solution de médiation, et pour autant l'audience est 2 ans après, donc c'est toute la victoire. On a gagné du temps, on a gagné de l'énergie. C'est tout l'avantage. Tout à fait, et on ne s'est pas usé dans un combat, dans le combat judiciaire. Est-ce que vous avez beaucoup de confrères qui sont enclins à se diriger vers la médiation, à choisir en tout cas ce mode de proposition juridique ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore un peu de réticence. Il y a de plus en plus d'informations données sur ces modes amiables. Dans certaines matières, ce mode amiable devient un passage obligé. Je pense à certains litiges civils où on demande aux parties de passer devant un conciliateur ou un médiateur avant de rencontrer le juge. Donc, vous voyez l'accélération qui est donnée. Et puis, alors, en droit du travail, on a un peu une procédure obligatoire qui est un peu contestée, sur laquelle on a beaucoup à discuter. C'est que quand on va, lors d'un recours devant le Conseil de prud'homme, on rencontre des conseillers pour une première étape qui est le bureau de conciliation. Et aujourd'hui, malheureusement, dans 90% des cas, nous ne parvenons pas à une conciliation au stade du bureau de conciliation. C'est presque déjà trop tard. C'est presque déjà trop tard. Je pense que c'est dans la façon d'appréhender cette conciliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se présente devant le bureau de conciliation, on se présente devant les mêmes conseillers qui, a priori, vont entendre l'affaire. Donc, l'impartialité et l'indépendance peut être un frein, à mon sens. Par contre, quand on est reçu par un médiateur, il y a une confidentialité absolue. Et ce médiateur n'interviendra absolument pas dans la procédure. C'est ça, la médiation, alors peut-être dans toutes les affaires, mais la médiation précisément repose sur quoi ? La confiance, la confidentialité, la confiance, la bonne foi des parties aussi. Tout à fait. On incite les parties à effectivement mettre à plat des choses avec le plus grand respect. Ça, c'est il ne s'agit pas d'échanger des choses qui seraient de mauvaise foi, avec un ton qui ne serait pas adapté. Donc on essaye de recadrer, quand on intervient en tant que médiateur, de recadrer les parties et de leur faire prendre conscience que s'ils souhaitent entrer en médiation, il y a des engagements pour respecter ce cadre.
Et le médiateur, effectivement, a le vœu de se présenter comme en étant complètement indépendant et impartial de ce qu'il aura à entendre dans le cadre de la médiation. Ce qui est très très important, il y a une relation de confiance et une charte qui doit être établie d'où l'importance d'informer sur tout le processus de médiation pour que le client, une fois qu'il rentre en médiation, ait conscience de ce qu'il attend. Et aussi, on informe les clients que, surtout s'ils souhaitent sortir de ce processus qu'ils pensent inadapté soit à son dossier, soit à ses situations, il peut en sortir à tout moment. Et vous, Magali, vous avez vu des situations se dédramatiser comme ça? Vous avez eu de bonnes surprises? Oui. Oui, en droit du travail, on a des bonnes surprises en médiation. Donc, on est maintenant aujourd'hui habitué à essayer d'identifier le type d'affaires qui pourrait rentrer dans le cadre de sa médiation. Et parfois des parties extrêmement fermées, ayant des propos extrêmement durs, sont au cours du processus, parce que la médiation, on peut être amené à se rencontrer plusieurs fois, le tout étant cadré, pour exposer. Alors parfois on rencontre les parties aussi uniquement seules, pour leur permettre de s'exprimer d'abord, puis ensuite en réunion plénière. Et on a vu des situations se désamorcer et des parties sortir effectivement de ce processus beaucoup plus réparées que dans une action judiciaire. C'est la plus grande victoire de la médiation. C'est une issue à l'issue de quelque chose qui a été plus court, qui a été sans doute moins pénible et moins onéreux aussi pour les parties. Ça demande beaucoup de psychologie. Oui, ça demande beaucoup de psychologie. Et je pense aujourd'hui que cet aspect psychologique, elle devrait être intégrée pleinement dans nos études et en particulier à l'école des avocats. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas exclure, on peut pas mettre de côté la psychologie du client, quelle que soit la matière, que ce soit en droit civil, en droit de la famille. En restant simplement dans une application stricte et froide du droit. Ouais, ça aujourd'hui c'est impossible. Alors, les avocats aujourd'hui apprennent au gré de leur dossier et des personnalités qu'ils rencontrent, mais je pense que les jeunes avocats ont tout intérêt à être formés sur déjà mieux se connaître, mieux s'appréhender en tant que chef d'entreprise, connaître ses qualités et ses défauts. On en a besoin aussi dans la médiation. La médiation, c'est la difficulté aussi d'entendre des choses qui peuvent personnellement percuter ou résonner d'une certaine façon. Et on apprend à pouvoir les intégrer, les accepter, parfois aussi faire état aux parties que c'est difficile à entendre, des impressions aussi. C'est permis dans la médiation. Il y a beaucoup de choses qui sont permises dans le cadre de la médiation. Magali Latry, au bout de presque ces 20 ans d'exercice de la profession, oh là là, ça vous fait rire? Ça me fait peur. Non, justement, la question est quel changement vous avez perçu? En tout cas, quelle est votre évolution par rapport à la nature humaine? Parce que finalement, la matière, elle est quand même humaine à la base. Et notamment avec cette orientation vers la médiation. Oui. Je pense que quand on pratique le droit du travail, et quand on rencontre beaucoup de monde dans la sphère de l'entreprise, on appréhende plus facilement les personnalités, les profils qui se dessinent. Aujourd'hui, malheureusement, des personnes qui sont sujettes à des situations de harcèlement ou des personnes qui seraient aussi avec des profils plus ou moins de management difficiles sont des profils qui se ressemblent et qui sont clairement analysés en psychologie. On rencontre, surtout à un certain stade, des personnalités extrêmement perfectionnistes qui donc vont avoir du mal à faire une certaine forme de détachement par rapport et donc qui sont plus sujettes à des situations de harcèlement. Donc oui, la nature humaine, je n'ai pas prétention d'avoir une grande connaissance, mais de par
tous les dossiers que j'ai eu à traiter, toutes les rencontres surtout, parce que le droit du travail, c'est surtout des rencontres humaines. Ouais. Et c'est ce qui fait pour moi tout l'attrait de cette matière. J'ai, je pense, un intérêt pour ce monde du travail, côté salarié ou employeur, et j'essaye de développer une écoute et une empathie la plus juste possible, pour lequel je pense je serais moins pertinente et moins sensible dans d'autres matières du droit. Ce serait plus difficile pour moi, il a toujours été plus difficile pour moi, j'en ai fait très peu, de me consacrer à une activité tournée vers le droit de la famille. Des dossiers, on me raconte beaucoup de dossiers de divorce, malheureusement, ou de garde d'enfants. Je pense que ça serait des choses qui seraient plus difficiles à traiter pour moi. Pareil en droit pénal, j'ai eu l'occasion de faire du droit pénal quand je commençais en tant que collaboratrice. J'ai été désignée dans des permanences pénales ou en comparution immédiate. Donc j'ai pu un peu élaborer et reconnaître mes préférences dans les domaines auxquels je souhaitais me consacrer. Ça vous donne plus de latitude, on le disait tout à l'heure encore, plus de liberté finalement, et ce qui vous touche le plus. Oui, c'est ce qui me touche le plus, ça c'est sûr, et pour lequel j'ai décidé de me consacrer. Il faut dans cette matière ne jamais être saturé, ne jamais être blasé, ça sinon c'est pas bon, et il faut prendre la décision d'en changer. Et cette manière est tellement transversale, tellement riche qu'on n'en fait pas le tour. Vous voyez, moi, encore assez récemment, j'ai des fonctionnaires qui sont venus à moi et qui m'ont mis le pied dans le droit administratif auquel je ne pensais pas du tout avoir affaire. Mais finalement, on fait du droit du travail aussi. Une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. En droit administratif, et c'est tout l'attrait de ces matières. Magali, la question du podcast. On est là, rue de la Boétie, on a une belle fenêtre sur une façade ensoleillée. Alors vous, si vous aviez une fenêtre à ouvrir aujourd'hui? Je l'ouvrirais sur quelque chose de plus vert qu'un univers citadin, ça c'est sûr. Je pense que les confinements successifs ont ouvert la nécessité de se rapprocher de la nature et d'essayer de combiner une activité professionnelle avec un univers un peu plus proche. Je pense que la conception de la ville, alors je m'éloigne du droit, mais pour moi c'est assez important quand même, la conception de la ville doit évoluer et être tournée vers quelque chose qui nous permette de vivre un peu plus proche de la nature que ce qu'on a cru connaître et cru développer. Et donc, moi je suis une Parisienne, mais qui est en mal de verre et qui cherche toutes les occasions pour pouvoir s'évader et pour mieux me ressourcer et pour mieux être efficace et à l'écoute de mes clients, c'est certain. Je pense que les confinements successifs ont renforcé cet aspect. Avec cette prise de conscience. Oh oui, tout à fait. Merci beaucoup, Magali Letry. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à mon invité. C'est toujours un plaisir de tendre le micro à des personnes qui arrivent à se rendre disponibles et qui ont cette générosité pour partager ce qu'elles vivent et puis nous aider aussi à aller plus loin à travers leur expérience et puis leurs propos. Alors si ce podcast vous a plu, eh bien je vous invite à laisser des commentaires et des suggestions. Ouvrons la fenêtre est un podcast indépendant qui a besoin de vous pour poursuivre sa route. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et puis vous pouvez également les partager dans votre réseau comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi devenir contributeur de cette émission via la cagnotte Tipeee. Vous avez toutes les informations à chaque fois en dessous des textes qui accompagnent chaque épisode. Et puis je vous donne rendez-vous également sur mon site ouvronslafenêtre.fr pour aller plus loin et retrouver l'ensemble des épisodes et puis parfois des illustrations, des photos qui accompagnent les podcasts. Alors merci infiniment pour votre fidélité et puis pour votre confiance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Ouvrons la fenêtre. Abonnez-vous et puis portez-vous bien en attendant.